Bien, bonjour à tous. Nous ne sommes pas ni à Éclair Télévision, ni à la Une. Et Mais tout à Nathalie est là. Bonjour à tous. C'est une période passée, mais c'est le retour. Nous avons présenté il y a 30 ans ensemble. Ça fait 30 ans déjà? 30 ans. Ouais. J'étais à peine née. Ouais, à Éclair, moi non plus, je n'étais pas encore venu. Et Nathalie était avec nous. Alors Nathalie est là parce qu'aujourd'hui c'est un BMJ un petit peu particulier, puisque c'est les 60 ans. Les 60 ans de France Antilles. Tu étais à nous, Donc pour... pas du tout, justement. Donc je vais en parler sans avoir suivi ces 60 dernières années. Mais comme j'ai épluché les unes de France Antilles depuis quelques semaines et de quelques mois, oui. Donc je saurai à peu près vous en parler. Alors, il faut dire que France Antilles est un journal colonialiste, vous l'avez dit au début. Alors vous êtes un journaliste en pays colonisé, mon cher Danick Zandronis, mais à ses débuts peut-être, en 1965, d'ailleurs on est né le 18 février 1965, mais aujourd'hui on est tellement proche de la population, on a tellement ancré ce journal dans les quartiers, dans les communes, dans la proximité et surtout on a vraiment augmenté la parution du créole dans notre journal qu'aujourd'hui on me reproche d'être trop créole. Alors vous, trop colonisé et trop créole. Non, alors il y a, non voilà. En tout cas, il y a un juste milieu et on essaye avec Annick Fabrice et les équipes de respecter justement cet équilibre. Bien, alors je salue quand même nos confrères qui sont là. Jacques Dancal, Olivier l'Ancien, condamné à être là tout le temps. Tous les vendredis, les pauvres. Alors Jacques Dancal, puisque comme je suis co-présentatrice pour ses 60 ans, notre confrère Jacques Dancal, le meilleur d'entre nous, n'est-ce pas, de rédacteur en chef de Nouvelle Semaine. Nouvelle Semaine, voilà. Presque... Combien d'années déjà de Nouvelle Semaine? 14. 14 années. Ça vient. Très bien. Olivier l'Ancien. Olivier l'Ancien, vous me laissez, monsieur Zandronis? Olivier l'Ancien, encore le meilleur d'entre nous. Hein. Qu'on entend tous les matins et qui s'investit Guadeloupe, 4 heures du matin, Guadeloupe la première, et sans lui, je ne vis plus. Jean-Claude Rode, Bastère représente, comme on dit, Progrès social, toujours en place, et Priscilla Romain, qui va nous parler du web, du numérique aujourd'hui, journaliste à France Antilles. Bienvenue, chers confrères. Bon anniversaire. Alors, il faut dire... Merci. Alors, on a aussi, on nous parlera de Losbar et Chalus qui sont Marie-Galante. Alors, on va parler de nos 60 ans, bien sûr. De Guy Losbar et Harry Chalus, président du département et président de la région, évidemment, qui sont à Marie-Galante et qui... Est-ce le top départ de 2026? En tout cas, on a l'impression qu'on essaie de surenchérir et que tout le monde est en campagne. On va aussi aborder la grève du SMGEAG. Alors, suite, fin, caprice, est-ce qu'on va aboutir? On part d'une histoire de mutuelle, on entend que les gens quand même n'ont pas d'eau. Ils ne comprennent pas qu'on s'arrête seulement sur des droits et pas des devoirs. Les restaurateurs montent au créneau, les hôteliers, en tout cas le monde économique, le monde politique et la population. Et puis on ira en Martinique, puisque moi aussi j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et j'ai reçu le dossier de presse par mail. La Martinique a intégré comme membre associé la CARICOM. Donc nous on pose la question, et la Guadeloupe, puisqu'on a beaucoup soi-disant bataillé, mais donc quels sont les critères, qu'est-ce qu'il faut faire? Nos chers confrères, vous êtes là pour répondre à ces questions aujourd'hui. Alors on commence avec 60 ans de France Antilles, elle l'a dit, le journal est né en 65, mais aujourd'hui la situation a beaucoup changé au niveau de la presse écrite. À cause du numérique, justement, on parle beaucoup des WhatsApp, etc., etc. Et la spécialiste de la France Antilles du numérique, c'est Priscilla. Est-ce que le numérique va tuer la presse écrite? Oula, c'est fini, c'est fait. Hein? Non, je rigole. Non, je rappelle quand même que... Vous croyez que je vais la payer à la fin du mois? C'est pour savoir. Elle représente mon journal? Bon, on va en reparler après. Oui. Non. Les habitudes de consommation de l'information ont changé. La chance de la Guadeloupe, c'est que nous sommes sur un département vieux, en âge, et beaucoup de lecteurs, mine de rien, ont tout de même encore besoin du papier, ont tout de même encore besoin de la matérialisation de l'information, parce qu'en fait, pour beaucoup de lecteurs, le fait que ce soit sur papier, c'est vrai. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que il y a beaucoup de gens encore qui ne comprennent pas la façon dont l'Internet fonctionne, la façon dont l'info circule sur Internet. Donc, dans le cas de la Guadeloupe... Le vieillissement sert la presse papier. Oui, dans le cas de la Guadeloupe, je pense que la presse papier quotidienne a encore un rôle à jouer qui est très, très important. Parce que
surtout par les temps qui courent, le numérique demande encore plus de rigueur en raison des vagues de désinformation qui sont sur beaucoup de sources numériques. Ça demande beaucoup de rigueur, ça demande d'ancrer sa ligne éditoriale encore plus profondément dans les infos, d'en croiser les infos, dans la rigueur de la recherche d'informations et de sa présentation. Et le papier, ça reste une institution en Guadeloupe, ça reste important. Ailleurs, c'est vrai que la chance a été le changement des lignes éditoriales. Effectivement, tout ce qui est consommable, on va dire de l'information rapidement consommée, a été dédié à l'Internet. Et tout ce qui a de la valeur ajoutée en termes d'information, reportage, interview, révélation, ça reste encore sur le papier. Et je pense que ça, en France notamment, ça a été ce qui a sauvé un peu le papier. Regardez, j'ai un exemple, hein, Le Monde avant, il y aurait eu de l'infogéné, etc. Le Monde aujourd'hui, c'est que du papier de fond. C'est du papier qu'on ne pourrait pas trouver. Il y a plus d'images et c'est que du papier de correspondance sur place, du papier de fond, des choses qui ont d'une vraie valeur ajoutée. Et ça, c'est le fait d'avoir séparé ce qui est rapidement la brève, l'actu gêné de l'investigation et du papier de fond, c'est ça aussi qui a permis à la presse de fonctionner. Jean-Claude. Non, je partage le point de vue de dire que la pyramide des âges de la Guadeloupe favorise encore la lecture sur le papier. Ceci dit, les contraintes par rapport au quotidien ou par rapport à des magazines mensuels ou hebdomadaires comme le nôtre ne sont pas tout à fait les mêmes. Le quotidien est déjà, depuis belle lurette, en concurrence, par exemple, avec la radio. Et ce qui s'est passé, puisque c'est des médias de l'immédiateté, et ce qui s'est passé avec l'arrivée du web, c'est que les radios maintenant ont de l'image. Et donc, la presse écrite aussi s'investit sur le web pour avoir le son, l'image, etc. Nous, sur la presse magazine, on a un peu plus de recul. Et donc, les lecteurs nous attendent un peu plus sur des analyses, oui, ou sur des reportages au long cours. Et ce qui n'est pas tout à fait l'apanage des quotidiens, même si ça n'empêche pas que dans un quotidien, il y ait des reportages de ce type. Mais ça limite un peu quand même l'impact. Ceci dit, globalement, dans le monde, c'est sûr que, et ce n'est pas seulement la presse écrite, puisque même la télévision voit décliner son audience d'année en année, quel que soit le pays. Et finalement, peut-être le seul média qui résiste mieux, c'est encore la radio. Oui, c'est la radio. Parce que la radio a un rôle bien spécifique. C'est le média c'est plus facile. Oui, puis de la proximité vraiment totale, quoi. Tout le monde a une radio à la maison, dans sa voiture, dans la cuisine. Voilà. Mais pour revenir à France on peut écouter la radio en conduisant. C'est le seul média, d'ailleurs, qu'on peut consulter en conduisant, légalement. Pour revenir à France Antilles, c'est vrai que le papier, évidemment, on a du mal aujourd'hui à vendre par rapport à il y a une vingtaine d'années à France Antilles, mais on représente quand même les archives départementales de ce pays parce que de toute façon, on est le seul quotidien. Aujourd'hui, les chercheurs, les élèves, je ne sais pas moi, le monde de la santé, le monde économique, politique, quand ils recherchent un article ou une information, ils vont dans un journal papier. Ils ne vont pas demander le sujet à la radio ni le sujet à la télévision. Donc, c'est pour ça qu'on a encore quelques années, je pense, d'existence. Et aussi, comme Priscilla le disait et Jean-Claude, c'est vrai que notre population est vieillissante et a besoin de tenir le papier. Hier, je discutais avec le directeur des finances publiques, puisqu'on a eu le Hub Éco hier soir, où on rassemble à chaque fois le monde économique et aussi politique. Et il me disait qu'il lit, bien sûr, le journal sur le numérique. Il a un abonnement. Mais quand il arrive au bureau, il a besoin de toucher le papier. Oui, mais il est d'une génération aussi. Oui, c'est ça. Mais voilà. je voudrais quand même rajouter quelque chose sur France Antilles. Bien avant l'arrivée des réseaux sociaux, je crois qu'il y a eu un très grand travail de structuration des pages de la maquette. Le journal a changé de format, voilà. D'ailleurs. Hein. Non, mais au-delà de ça, avant qu'il passe justement avec une presse numérique, etc.,
quelqu'un qui achetait le France-Antilles, ben, si c'était quelqu'un du moule, ben, il allait dans les pages Grande Terre. Si quelqu'un il aimait le sport, il allait dans les pages sport, les pages PMU, etc. Et cette structuration a permis non seulement de simplifier la lecture, mais aussi de rapprocher les lecteurs des sujets qui les concernent. Oui. Et ça, c'est un travail qui a été fait, je crois, il y a une quinzaine d'années à peu près. Et ça a été quelque chose de et je note aussi que les articles sont moins longs aussi. On se bat pour ça. Mais c'est des web articles. Oui, mais ça, c'est l'influence du numérique. Oui, c'est l'influence du numérique. Cela dit, vraiment, ce qu'a dit Nathalie, c'est vraiment quelque chose je l'appuie encore, si tu me permets, parce que c'est très important. Oui. Le peuple guadeloupéen n'a pas de mémoire. Nous vivons au jour le jour, et au gré des vents. Mais on peut reprocher ce qu'on veut à ce type de presse, mais il est là, n'empêche. Il est là et on ne peut pas se passer d'un quotidien sur un territoire comme le nôtre. C'est nécessaire. On ne peut pas se passer de presse de cette nature-là. Et je pense que vraiment, ça permet, le fait d'avoir bientôt l'édition de ses 60 ans, moi j'ai découvert plein de choses avec l'édition des 50 ans. C'est un journal historique. C'est un journal historique. Et puis, c'est important. S'il s'est passé quelque chose, je ne sais pas moi, le 17 février 1962... Ou le 21 1962, non, il n'y avait pas encore ce thème-là. Le premier a été en 63. Ça me permet juste de dire que nous, on est à 68 ans depuis... Je rappelle qu'à la fin de l'année, on a célébré le 80e anniversaire du journal L'Étincelle. Donc, c'est dire que ça tient. Alors, est-ce que le numérique fatigue la presse audio ou pas? Alors, le numérique, c'est complémentaire, je veux dire. C'est l'audiovisuel et là, il y a des attaques du numérique parce que le grand public à l'immédiateté sur son téléphone va consulter les articles, va consulter sur le numérique. Mais la certification, entre guillemets, pour reprendre un mot à la mode en ce moment, c'est le journal papier, la radio, la télévision, le journal du soir, le journal de la radio. Donc ça doit être complémentaire. Il y a bien sûr un nécessaire travail de remise à niveau, de modification, de changement de la façon de lire. Olivier, par exemple, à Guadeloupe Première, vous avez les 3 formats, radio, télé et Internet. Absolument. Est-ce que l'un marche sur l'autre? Est-ce que l'un est en concurrence avec l'autre dans la même entreprise? Alors non, il y a une politique d'entreprise qui veut que ce soit complémentaire et de plus en plus on arrive à ce qu'il y ait une logique de diffusion entre le numérique, la radio et la télévision. Et cette logique-là doit primer parce qu'au bout d'un moment, on se marche sur les pieds, on pourrait être en concurrence dans une même entreprise. Il y a une logique à mettre en place et c'est une logique aussi d'entreprise, sinon on ne doit pas durer. Mais j'ai remarqué quand même quelque chose, c'est que quelquefois, mais c'est tout à fait normal, le numérique va plus vite que les... C'est normal. Oui. C'est normal parce que le numérique, c'est instantané. C'est plus instantané que la radio. Oui. La radio a cette force d'être la radio, le média qu'on consulte tout le temps. Et nous sommes en zone sismique, en zone cyclonique. La radio revêt encore plus un caractère d'urgence et d'indispensabilité. Et donc, du coup, la radio a cette force-là. Mais les autres médias aussi doivent coexister. Et je ne pense pas que la presse écrite soit en danger. Il faut un changement. Oui. Je pense que c'est la mémoire. Et puis, c'est le quotidien des gens. Il faut aller plus au quotidien. Le lecteur, il va lire ce qui l'intéresse. L'Internet, c'est bien. Le journal sur Internet, c'est bien, mais ça ne reste pas. Et puis, comme on l'a dit, il ne faut pas oublier qu'on a un gros problème d'électronisme ici aussi. Absolument. Tous les boîtes de pain de plus de 60 ans ne sont pas à l'aise sur le net. Alors, nouvelle semaine. Newsweek. Mon Dieu. Bon, en fait, moi, je souscris à tout ce qui a été dit auparavant. Et ce que disait Priscilla aussi à propos du vieillissement de la population, c'est juste. C'est vrai qu'on a quand même un électorat qui est encore très attaché à l'écrit. D'ailleurs, c'est notre fond de roulement du point de vue du électorat, même si on a déjà la moitié de nos abonnés qui sont numériques. Le papier demeure. Alors, une autre chose aussi qui
qui est important, c'est qu'en fait, il y a une complémentarité qu'on doit avoir avec les autres médias. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on essaye de faire ce qui se fait en radio, ce qui se fait sur Internet. En réalité, on doit être complémentaire. Ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une immédiateté, on écoute à la radio, mais les gens ont besoin d'une légitimité, de vérifier que c'est vrai. Et que sur le papier, on est à peu près sûr que c'est vrai, parce que c'est vrai que nous, on risque plus de procès que les autres. Hein, oui. Parce que, enfin, Jean-Claude est là pour confirmer, toi aussi. C'est ça, j'ai écrit. Donc, l'information est légitime. Et puis, il y a une dernière chose aussi, c'est que il est démontré aussi que le cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Et de plus en plus, on dit aux gens qu'il faut aussi lire du papier. Un peu comme le livre, on avait prévu que le livre disparaîtrait, mais pas du tout. Le livre se porte très bien. Voilà, le livre se porte bien. Alors, par contre, c'est vrai qu'on a un problème de modèle économique. Les gens ne peuvent pas tout payer. Au niveau économique, alors, est-ce que le numérique a impacté un petit peu la vente? Bien sûr. Ah oui, non, mais bien sûr. On vend en ligne maintenant. Maintenant, le problème, c'est que les gens ne conçoivent... Moi, j'avais fait une enquête pour vraiment mettre une factualité sur ça. Les gens ne conçoivent plus de payer une information. Voilà. Mais par contre, il y a un simple exemple qui montre que le numérique a une grosse faiblesse en ce moment. C'est l'exemple de la dernière polémique sur le pain. Il ne faut plus... Il y a 2 mois, il y a quelque chose qui est sorti partout sur les réseaux. Attention, il y a de la farine empoisonnée, on fait du pain avec de la farine empoisonnée. Ma mère m'envoie, n'achète plus de pain, ne va pas... Regarde ce qu'elle fait, la dame. Elle montre qu'en mettant une prise dans le pain, elle montre que, regarde, ça réagit. Ah là là, le pain a un souci. Et en fait, en 2 temps 3 mouvements, Le Monde d'abord, qui fait un beau travail aussi de vérification et de débunkage, Le Monde est brut et de fact-checking. Le Monde a montré tout simplement que les gens qui avaient lancé cette rumeur, cette polémique, s'étaient appuyés sur des études qu'ils avaient mal lues. Comme toujours. Et donc, du coup, Le Monde a fait une vidéo de 2 minutes pour expliquer d'où ça venait, pourquoi ces études-là étaient sorties et qu'est-ce qu'on avait fait ensuite pour rattraper les choses. Donc, le numérique, voilà sa faiblesse. C'est la véracité des faits. Oui, tout à fait, mais ça veut dire que nous... on vérifie nos informations. Exactement. Mais à cause de ce genre de rumeurs, exactement, toute la journée, on est obligé de démonter des fake news. Et donc, on perd du temps, au lieu d'aller couvrir des choses ou de parler d'informations importantes, on passe notre temps à démonter ça parce que les gens nous appellent pour nous dire « Oui, à France Antilles, je n'ai pas lu que la farine était empoisonnée, ça veut dire que vous ne pensez pas à nous, vous ne faites pas votre travail. » Non, c'est que toute la journée, on est obligé de démonter ce genre de rumeurs. Mais la question économique se pose réellement parce que c'est vrai, quand bien même on serait obligé de faire ce travail-là, rentabiliser maintenant un journal papier est plus difficile qu'avant parce qu'il y a beaucoup trop de supports. Mais l'équilibre entre la vente et le numérique, est-ce qu'on se retrouve? On s'y retrouve. Non, on a diminué. Comme vous, les hebdomadaires et nous, le quotidien. Non, il y a 20 ans, on vendait 10 000 journaux jour. Aujourd'hui, on en vend 3 000. Après, on a des abonnés numériques maintenant qui ont augmenté. Est-ce que l'hebdo se vend bien toujours? Oui. Donc, ça confirme ce que Jean-Claude disait. Ça a une utilité bien sûr. Oui. Il nous reste 2 petites minutes. On va commencer sur ça. Alors, le match Slosbar au Chalus se joue à Marie-Galante aujourd'hui. Visiblement, oui. Qui va gagner? Il n'y a pas beaucoup de votants à Marie-Galante, mais visiblement, c'est un endroit où il faut émettre. Oui. Donc, oui. C'est place to be. Il y a des Marie-Galantais de la diaspora. C'est vrai. Waouh. Alors, soyons cool. 2 présidents ensemble à Marie-Galante, enfin, ils sont pas ensemble. C'est peut-être un hasard. On suppose. C'est peut-être un hasard. Mais en tout cas, 2 jours avec... Enfin, l'un surveille le calendrier de l'autre. Voilà, 2 jours avec Guy Losbar et le lendemain, donc demain... à Richalus. C'est vrai, ça peut paraître un peu étrange qu'ils y aillent au même moment. Il y en a un qui suit l'autre, visiblement. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a une campagne qui a commencé. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qui continue, tu veux dire? Continue. Mais en fait, elle s'accélère parce que tout simplement, on va rentrer dans une période où on ne pourra pas non plus faire des inaugurations. Parce qu'une fois que la période électorale sera commencée, septembre. Donc ça va être difficile. Donc il est normal on aussi inaugure le maximum, que les élus y aillent. Alors ça fait toujours un peu bizarre que ce soit les présidents qui y aillent, parce que visiblement eux ne sont pas... Mais Marie-Galante, c'est un enjeu ou bien... Je pense que les îles du Sud sont un enjeu. Les îles du Sud sont un enjeu dans leur ensemble. Et puis Marie-Galante offre une belle visibilité quand on y va. Quand même, ils ont inauguré l'aérodrome, finalement. Oui, une belle... Voilà, ça c'est important. La caserne des pompiers aussi qui va démarrer. Il y a des travaux sur le pont.
de gros investissements ont été faits à Marie-Galante par le département particulièrement. Hein. Il faut souligner, hein, ça fait 2 ans quand même qu'ils se battent. Et la nouvelle desserte de Marie-Galante qui était très attendue, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'avion régulièrement sur Marie-Galante. Depuis 2008. Super. Olivier, deux petits mots sur Marie-Galante. Oui, en fait, Marie-Galante, c'est un enjeu parce que certes, il n'y a pas beaucoup d'électeurs, mais il y a des Marie-Galantais partout en Guadeloupe. C'est la diaspora marie-galantaise. Et donc, ils sont partout. Oui. Et puis, les îles du Sud sont un enjeu désormais dans la politique publique. On va bientôt parler de rééquilibrage entre la Basse-Terre et la Grande-Terre. Donc, ce sont des enjeux. Des enjeux on attend. Entre Marie-Galante et la Basse-Terre, carrément. Oui. Là, ce sont des enjeux cruciaux. Je signale que alors, le village de Marie-Galante qui se fait aujourd'hui se fera aussi à la Désirade et se fera aussi au Sainte. Oui, c'est vrai. Et je le répète, hein. Non, les îles du Sud, et puis surtout les îles du Sud se sont unies pour être plus forts. Nous, par exemple, 1 fois par mois, on a décidé de sortir un supplément île du Sud. Donc, il y a de plus en plus d'informations, mais on fait ce journal-là pour eux. C'est-à-dire qu'il est vendu dans les îles du Sud avec une qui concerne Marie-Galante, Désirade et les Saintes. Les premières pages sont pour eux, sont consacrées aux îles du Sud, et ensuite le reste du journal. Donc c'est que nous, on a vu aussi l'importance de ça, l'importance des Marie-Galantais, des Désiradiens et des Saintois qui sont en attente d'informations, mais qui les concernent directement. Ils n'ont plus envie d'être en marge. Non, ils comptent aussi parce ils font partie de la Guadeloupe. D'accord. Deux petits mots, Jean-Claude, avant qu'on passe à la pub. Oui, mais il faut quand même peut-être se demander, parce qu'on parle de la concurrence entre les deux présidents, mais est-ce que c'est pas aussi une demande d'abord des maires? Des maires aussi, puisque la campagne municipale est lancée. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça. Il a besoin d'être renforcé. C'était ce matin à Basse-Terre, donc vous avez vu ça. Oui, bien sûr. Tandis que concernant les collectivités, les élections sont quand même encore un peu loin. Je crois que c'est mars 2028. Oui, ce sont les municipales. Oui, c'est les municipales. Non, on parlait des municipales. Hein. Oui. Mais la demande, à mon avis, vient beaucoup des maires. Oui, parce qu'il a fait... Tout se passe à Cap-Estel. On va voir quel camp on choisit, c'est surtout ça. C'est ça, c'est ça, il faut se positionner. Deux petits mots sur les îles. Oui, je pense que tout a été dit. La seule chose, c'est qu'il y a besoin, dans tout ce combat-là, c'est très intéressant, mais il y a besoin d'un cap aussi, d'un cap unique. Et il faudrait savoir lequel des deux est capable de dessiner un cap unique, parce que c'est ça qui va compter. Alors, certainement, hein, les enjeux et les batailles locales vont compter aussi, je ne dis pas le contraire, et mes collègues l'ont très bien dit, mais il y a aussi un cap majeur de la politique pour le département unique à chercher. Alors, il faut noter quand même quelque chose, et on termine là-dessus pour cette première séquence, c'est que dans les îles du Sud, la connexion Internet n'est pas toujours très bonne. C'est un gros problème. Pourtant, il y avait ce câble qui avait été tiré. C'est prévu, mais il ne va y arriver. Non, le câble a été posé. Il a été posé, mais après... Oui. Ce n'est pas encore opérationnel. Voilà, fin de la première séquence, c'est 12h59. On se retrouve tout à l'heure. On va parler de la grève SMAG et de CARICOM, savoir est-ce que la Guadeloupe sera aussi à CARICOM bientôt. Je m'embrasse aussi. En tout cas, la différence entre la Martinique et la Guadeloupe. Oui, voilà, c'est parti pour la pause et on se retrouve dans un instant. On parlait de cap, c'est ça. Voilà. Médiatique Guadeloupe, et grâce à Guadeloupe Première, tu viens d'apprendre sur mon portable que M. Darton est en garde à vue. Oui, mais ça devait... C'est pas une surprise. Non, c'était prévu. D'ailleurs, on l'avait invité ici, il n'est pas venu. De la Ligue de la Ligue de Guadeloupe de football, pour prise d'intérêts illégaux, etc. On y reviendra. Alors, deux petits mots rapidement sur la grève SMAG, puisque cet après-midi, il y a une réunion. Alors, j'ai vu sur le réseau que l'eau était empoisonnée aussi. Que ceux qui avaient bricolé... Méfiez-vous des réseaux. Hein. Oui. Des réseaux d'eau et des réseaux d'eau. Alors, cette grève-là, vous savez qu'il y a le président de la Mutualité française qui est ici en ce moment, et il dit qu'effectivement, dans les entreprises, la mutualité est obligatoire. Oui. Alors, de l'autre côté, monsieur... Louisi dit qu'il n'a pas les moyens, et cet après-midi, il y a une réunion de la dernière chance, et il y a eu beaucoup de blocages. Il y a eu 112 000 personnes qui n'avaient pas d'eau. Ce que je ne comprends pas,
c'est que lorsqu'on change de mutuelle ou lorsqu'on veut adhérer à une mutuelle ou en tout cas une mutuelle d'entreprise, ça veut dire qu'il y a un tour de table. Il y a, je sais pas, un comité directeur, un comité syndical, le SMGAG, le directoire qui se réunit. À quel moment les syndicats n'ont pas été invités pour qu'on leur dise, voilà, on a choisi telle mutuelle. C'était déjà fait. Là, pour le changement, Louisie nous met sur la table qu'il faut 300 000 € pour changer. On a l'impression que la population... Une goutte d'eau dans le déficit. Voilà. Mais à quel moment la population peut comprendre que vous n'êtes pas d'accord sur une histoire de mutuelle de 300 000 € et cette même population n'a pas d'eau au robinet? Est-ce que c'est un caprice? Est-ce que les gens sont sur leur piédestal, gagnent leur salaire et n'ont pas l'impression qu'il y a certains qui souffrent? En même temps, nous sommes dans un petit pays avec 390 000 habitants, ça veut dire que celui qui travaille au SMGAG, sa famille n'a pas d'eau non plus. Oui. Je veux dire, un membre de sa famille n'a pas d'eau. Et sa famille n'a pas de mutuelle, non? Donc là, vous dites la réunion de la dernière chance. Oui, sa famille n'a peut-être pas de mutuelle. La réunion de la dernière chance, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Jacques Dancal, je vous écoute. Donc, en tout cas, c'est une situation un peu dramatique seulement pour une affaire de mutuelle. On se dit que quand même, c'est vrai, on se pose la question du dialogue à l'intérieur de l'entreprise. Oui, il faut quand même se rappeler que le salaire moyen, ce qu'on nous dit, ce qui en fait officiellement, il serait de 77 000 € en moyenne, chargé, brut. Mais on se dit, bon, c'est pas un organisme où on a du mal à payer visiblement les salaires. Par an. On a du mal à payer les salaires. En gros, 5 000 nets par mois. Oh, monsieur, oui. Je rappelle quand même faut parler aux gens. Le directeur a démissionné. Oui, tout à fait. Oui. Donc, on a une situation de gestion de ressources humaines qui est déplorable. On se dit, mais il n'y a jamais eu de gestion de ressources humaines. Si on en arrive là, et Nathalie a raison, quelque part, normalement, ces affaires-là ne se décident pas du jour au lendemain. On ne veut pas dire aux gens, écoutez, la mutuelle a changé. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a eu un travail avant. Visiblement, il n'a pas été bien fait puisqu'on se retrouve dans cette situation-là, comme c'est souvent le cas en Guadeloupe. Au dernier moment, il y a un problème. Là, la population ne peut pas comprendre que c'est pour ça qu'il y a une grève. On aurait mis 10 employés dehors, par exemple, des gens ont été licenciés, les gens auraient compris qu'il y a une grosse grève. Là, en ce moment, on se dit qu'il y a vraiment un problème de dialogue à l'intérieur. Et même le président, en présentant ça comme ça, en disant, bon, mais ça coûte 300 000 €, on ne peut pas. Donc, en prenant le risque de rentrer en conflit avec inutilement. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. On se dit quand même, on en arrive à couper l'eau à 73 000 personnes. 112 000 personnes. Le préfet est obligé de réquisitionner. Il n'y a aucune limite. Mais Jacques, pour aller plus loin, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir, est-ce que le problème de la mutuelle, c'est le vrai problème? Est-ce que ce n'est pas un problème de façade? C'est un problème de management. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ah oui, non, mais tu as raison. Il y a un indice dans un des papiers de France Antilles qui est sorti il y a 2 jours. Le journaliste interrogeait l'un des membres du syndicat et au-delà de cette affaire de mutuelle qui prenait le début du papier, et le syndicaliste qui parlait disait j'ai entendu M. Louisie encenser les équipes, dire qu'elles étaient compétentes lors des vœux, mais après il dit le contraire ensuite. C'est un petit indice minime, c'était en une phrase, mais c'est l'indice qui montre qu'en réalité le dialogue est bouché entre les équipes et la direction depuis un moment. Et que cette histoire de mutuelle est venue enflammer un conflit sous-jacent, je pense. Il n'y a pas d'eau. C'est enflammé. Alors à ce moment-là, on est transparent et on arrête. Et les syndicalistes, vous êtes là pour défendre les salariés et voilà, et vous avez une voix normalement. On ouvre. En revanche, je suis pas d'accord. Sans mutuelle aujourd'hui, avec les problèmes de santé qui sont en Guadeloupe, c'est vrai que les salariés sont embêtés. Vous avez... Non, mais il y a une mutuelle. Il y a une mutuelle. C'est une mutuelle, mais elle est faible. Mais tu peux... Et les taux de mutuelle ont augmenté. Non, elle n'est pas faible. Est-ce que tu as comparé, Danick, avec une autre mutuelle, avec la tienne, par exemple, à quel point elle est avantageuse? Oui, bien sûr. Le pourcentage, etc. Non, quand même. Ils veulent un peu plus. Et vu les 77 000 € par an de salaire, donc 5 000, comme disait Jean-Claude, net, je pense qu'on peut se l'acheter. Moi, je pense que quand on aime son pays... Donc, c'est une grève injuste. Quand on aime son pays, on a beau être... moi, je suis pour la grève, je suis pour la revendication des droits, je suis pour la justice sociale. Maintenant, il y a ses droits et il y a l'observation de son pays. Quand on aime son pays, quand on voit comment certaines personnes vivent, effectivement, je sais que la pression est importante dans le dialogue syndical, mais quand même, couper l'eau
à des milliers de foyers dans une situation tendue. Et puis surtout dans une situation tendue. Vous savez que quand vous allez remettre l'eau dans certains réseaux, ils vont péter. Donc il y aura des soucis. Elle ne sera pas potable en plus. Et voilà, donc on a eu cette même, je crois, cette même discussion au moment du blackout de DF. Exactement. Exactement. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, c'est important. Ça quand même met en cause, j'allais dire en quelque sorte, l'esprit patriotique. Parce que la plupart des syndicats se disent patriotes. Normalement. Mais ces questions-là, on dirait que ça vient toujours en second plan. L'intérêt personnel. Toujours pour mettre en avant, enfin, pour défendre des intérêts personnels et corporatistes, malheureusement, et c'est toujours la population qui trinque paye derrière. le prix fort. En fait, il y a trop de pression en ce moment sur les Guadeloupéens pour rajouter ça. Il faut observer son peuple. Et pas assez de pression sur l'eau. Oui. Il faut observer son peuple. C'est pas parce que les Guadeloupéens ne disent rien qu'ils ne sont pas sous pression. Les Guadeloupéens sont sous pression. Bien et sûr. Justement, ils attendent des choses. Aujourd'hui, couper l'eau encore parce que vous n'avez pas... Parce que les gens attendent pour Mithiel Zompani, ça veut dire pas doucher pendant 6 semaines, mais quand même. Et vous tu vois? Tu vois, c'est difficilement entendable. Oui, la question qui se pose aussi, c'est la légitimité de tous les mouvements. On se plaint toujours de la défiance qu'il y a vis-à-vis des élus. On risque d'avoir la même chose bientôt vis-à-vis des syndicats. Donc ça veut dire que chaque corporation fera ses affaires et le Guadeloupéen va avoir l'impression d'être toujours tout seul. À ce moment-là, comment éviter des dérives dans d'autres secteurs? Puis tu mens pas au peuple quand tu es syndicaliste. On passe à autre chose rapidement. Oui, encore une fois, sur le dialogue social, on se rend compte qu'on est obligé de faire appel, à l'État qui prend des réquisitions, à la gouvernance, j'ai bien aimé la gouvernance à 4 pour le SMGEAG. Et en lisant le communiqué, ce n'est pas dit on va négocier sur les points de revendication. Non, on va négocier pour... je pense trouver un compromis pour ne pas qu'il y ait de coupure d'eau. Voilà. Alors, on passe à CARICOM. Il n'y a que l'État qui communique. Oui. Alors, on passe à CARICOM. La Martinique est désormais associée. Pas membre, associée, c'est différent. Plaisir a fait la remarque. Mais c'est quand même un progrès quand même pour la Martinique. Je me souviens, il y a quelques années, je suis allé au Mexique avec Let's Chimie et d'autres, et pour une conférence avec l'AEC, et j'ai senti que Let's Chimie était très caribéen. Et j'ai comme l'impression ici qu'au niveau de la région, on a un peu baissé la flamme sur la Caraïbe, parce que j'entends pas beaucoup de choses avec l'AEC, etc., qui se passent. Qu'est-ce que ça t'apporte Comment? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu peux débloquer un fonds européen avec la Caraïbe? Alors, c'est ce que j'allais dire. Quels sont les avantages pour la Martinique? C'est que la région, normalement, c'est la collectivité qui est destinée à faire la coopération régionale. Et je crois que sur les 3 derniers présidents de région, peut-être que la plus caribéenne, c'était Lucette Michel-Chevry. Elle a porté l'AEC sous les fronts baptismaux. Vous vous rappelez de ça, Danick. C'était à Caracas, je crois. Et donc, depuis le passage de Lurel, il a été toujours assez réservé sur l'intégration de la Guadeloupe. Alors, déjà à l'AEC. Finalement, sous Chalus, ça s'est fait pour l'AEC. Ça coûte quand même un bras. Oui, mais ça c'est normal. Vous traitez avec des pays. Là, on est dans des organisations internationales. Vous avez un abonnement à peu près de 300 000 euros par an. 250 000. Bon, c'est dans l'ordre des choses. Par contre, la vraie question, c'est de savoir pourquoi on y va. Est-ce que c'est juste pour se faire plaisir de dire qu'on traite d'égal à égal avec des États, des premiers ministres, etc. On négocie vraiment. Et il faut jamais perdre de vue que même au sein de ces organisations caribéennes, il y a énormément d'affrontements. De tensions quelquefois. Beaucoup de tensions. Entre les grands pays et les petites îles. Par exemple, au fond, l'image de fond montre Mia Mottley, la première ministre de Barbade. Elle n'a jamais adhéré à l'OECS. Jamais. La Barbade n'a jamais adhéré à l'OECS. Mais là, ça ne date pas d'elle, depuis longtemps. Et donc, elle est au CARICOM. Oui. Mais il faut savoir pourquoi on y va et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Nous, on a toujours tendance
à voir la Caraïbe avec un prisme qui est celui un peu de l'humanitaire, de la confraternité, du bon voisinage. Mais ces pays-là, eux, ils vont pour leur intérêt économique. Économique, bien sûr. D'accord. Nous sommes défendus. Donc, il faut qu'on y aille aussi avec les dents, quoi. Ouais. Et si on n'a pas cette volonté-là et cette capacité-là, finalement... Mais quand on nous compare avec les îles de la Caraïbe, même nous, les Martiniquais ou Guadeloupéens, lorsqu'on voyage, ils pensent qu'on est des personnes comment on nous riches. voit, oui, Voilà. tu parles Parce de que nous, comment on on n'a nous pas voit. faim. Eux, ils ont Alors, faim. Ouais. Je rappelle quand même que pour la signature, le représentant du ministère des Affaires étrangères français était à Barbade. Mais c'est normal, on n'a pas de signature d'État. Mais non. Mais mettez-vous à la place d'un État de la Caraïbe. Il vient signer une convention avec la région Guadeloupe. Et donc, lui, il engage son État. Ouais. Et donc, sa signature vaut quelque chose. Et si le ministère des Affaires étrangères ou Bercy dit non, nous, on ne marche pas là-dedans, ça n'a aucune valeur. Donc, il ne peut pas s'engager avec quelqu'un qui n'a pas au moins un pouvoir équivalent à celui qu'il détient. Alors, pour toi, c'est un coup de com', normal. C'est pas un coup de com', c'est un processus qui avance. Oui. Il ne faut pas oublier quand même que la Martinique, il y a une collectivité unique, on n'y est pas encore. Donc peut-être qu'il faut commencer par avoir notre collectivité unique pas loin. et après faire un autre pas, et c'est comme ça que ça va se faire. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, on se lève et puis on dit, bon... Mais Jean-Claude, même en tant que com, quels sont les avantages de la Martinique? Je n'ai pas compris. Même en tant que collectivité d'outre-mer, quels sont les avantages? Je crois que pour l'instant... Dans ce premier pas d'intégration, je ne dirais pas d'intégration, disons de se tourner vers la Caraïbe, c'est de mettre en place des réseaux, de mettre en place des relations, d'apprendre à se connaître. Parce que quand vous voulez faire de la coopération, il faut savoir ce que fait un tel. On a déjà des signatures de conventions avec la Dominique Saint-Lucie, particulièrement la Martinique. Mais regardez quelque chose. Parce que là, la CARICOM, c'est un marché économique. Oui. Avec la Dominique, on signe des conventions sur la sécurité, etc. La CARICOM, c'est un marché économique. Donc, Olivier. La CARICOM, c'est un marché économique. D'abord et surtout. Et les pays de la CARICOM voient la Guadeloupe et la Martinique comme des portes d'entrée de l'Union européenne. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les negative lists qui concernent des produits interdits sur le marché caribéen et des produits de Guadeloupe et de Martinique. Oui. Il faut savoir, par exemple, que le marché de la CARICOM implique une libre circulation des personnes. Vous savez que jusqu'à présent, alors que la CARICOM existe, je crois, depuis plus de 40 ans, il y a des pays qui refusent l'entrée à des Jamaïcains ou à des Dominicains, et ils sont dans la Caraïbe. Ils sont dans la CARICOM. Si vous êtes en voiture, vous allez en Jamaïque, si vous 2 jours pour aller en Jamaïque. La Jamaïque a non, mais je ne parle même pas des transports aériens, mais je parle du visa d'entrée, simplement du visa. Ils demandent un visa. Et quand un Caribéen doit venir en Guadeloupe, il doit avoir son billet de retour tout de suite, à cause des lois d'immigration. Il y a une adresse. Et donc, pour l'instant, on est encore loin. En fait, il y a un positionnement diplomatique à avoir. Il y a un positionnement diplomatique à réfléchir. Mais tout est politique, la vie est politique. Là, il faut que, effectivement, de leur côté, ils nous voient comme des vassaux de la France, tout simplement. Quand on voyage et quand on leur parle, ils nous trouvent bien sympathiques, bien mignons, mais vous avez vu le sentiment patriotique qui émane de chacune de ces îles, avec leur drapeau, leur identité, qui y sont. Et nous, du coup, on a tout ça, mais c'est teinté du bleu, blanc, rouge d'abord. Et pour eux, ça compte aussi. Deuxièmement, si nous voulons changer cette image et se présenter comme des partenaires diplomatiques et économiques, il faut leur réfléchir et il faut leur présenter des choses, des avantages, des choses qui feraient de nous des partenaires intéressants. Ça ne va pas dans le bon sens parce qu'au niveau national et même réclamé par des élus locaux, il y a des demandes de serrer la vis, ou en tout cas de durcir les choses, notamment sur les frontières, avec la drogue, avec l'immigration. Ce sont des mesures qui sont prises, donc ça ne va pas dans le sens
caribéens, ça ne va pas dans le sens de la CARICOM. Et je rappelle qu'à la CCI, il y avait une structure qui s'occupait de la CARICOM. Je crois que ça s'appelait même Non, c'était à l'espace régional, ils étaient. Non, à la CCI, il y avait un autre. Oui, c'était monsieur. C'était Bois d'Export. Bois d'Export, qui ne fonctionne pas et les entreprises guadeloupéennes ont du mal à s'installer dans le pays de la Caraïbe. On n'arrive même pas à faire en sorte de faire entrer trop de choses de la France. Alors imaginez de la Caraïbe. Oui. Enfin, soyons logiques. De la Dominicaine pour l'instant. Oui, certes, mais acheter un ordinateur en France alors qu'il y a un ordinateur en Guadeloupe, vous allez voir combien vous allez payer après. Oui, donc, en fait, c'est vraiment... Je pense que se tourner vers notre bassin, c'est une bonne chose. Oui. Mais encore une fois, pourquoi on le fait? Comme disait et peut-être qu'il faille d'abord favoriser les échanges économiques. Non seulement économiques, mais surtout entre les gens. Oui. Je pense que voilà, si ça c'est déjà facilité, ça va créer une espèce de terreau qui va permettre de renforcer après les relations politiques et diplomatiques. J'étais à la Barbade il y a 2 ou 3 ans à Carifesta. Et le représentant du ministère du Tourisme qui dit à Chalus, mais vous n'avez pas payé votre cotisation pour être dans l'organisme de tourisme de... Ah, l'OTO. Désormais, on ne peut même pas discuter parce qu'on n'avait pas payé. Mais enfin, bref. Bon, alors, 2 petits mots quand même sur Béou. Je voulais juste rappeler aussi, pour conforter ce que disait Jean-Claude, hein, depuis la période où M. Chevry avait signé ces fameux accords, il n'y a pas vraiment eu de politique pour rester, à part, bon, on est bien rentré, on est bien membre associé des pays de l'OCS, mais il n'y a pas eu vraiment concrètement de démarche. Ouais. En plus, on a un programme Interreg, par exemple, pour faire avec la Caraïbe. On ne sait pas trop comment ça marche, on ne sait pas trop. Voilà, c'est très compliqué. Ça n'a jamais montré son efficacité. Et puis la dernière chose, c'est que la Martinique a été proactive depuis des années. Par exemple, quand il y a eu la grosse rencontre il y a 2 ans à la Barbade entre les banques africaines et les pays de la Caraïbe, la Martinique était représentée avec le responsable de l'agence économique martiniquaise. Nous, on n'y était pas du tout. Personne n'était au courant. Et ça s'est fait récemment aux Bahamas non plus, c'était la même chose. Donc ça montre aussi qu'on n'est pas proactif. Il y a une posture politique à avoir. Et concernant le statut, moi je mets un petit bémol quand même, parce dans la Caraïbe, il y a plein de gens qui ont le même statut que nous. Je rappelle quand même que Montserrat n'est pas indépendant, Curaçao non plus, les Bahamas, Antigua, oui, mais Anguilla. Il y a plein de pays qui ont des statuts un peu hybrides, qui arrivent quand même. Les pays que vous citez, ils sont pas indépendants, mais ils ont une grande autonomie. Ils ont des gouvernements, ils ont des ministres. La Martinique avait avancé aussi sur ce plan-là, donc ça peut expliquer aussi la situation, mais c'est vrai qu'il y a une posture politique que nous n'avons pas suffisamment quelque chose de très simple. On est vu comme des Français. Juste avant sa mort, Chavez avait proposé la Petro-Caraïbe pour nous, à cause de la Sahara. Non, mais ça s'est fermé. Non, mais le plus bel exemple, c'est Saint-Martin. Depuis tant d'années, et ce sont 2 territoires européens. Justement. Parce qu'ils n'ont pas le même état d'esprit. D'un côté, vous avez finalement un territoire qui est autonome et qui résonne... de manière locale, alors que de l'autre côté, c'est un territoire qui dépend d'eux. Et donc, ils ne peuvent pas travailler. On doit signer une petite convention de rien du tout, c'est le préfet qui va signer pour Saint-Martin. Les Saint-Martinois et partis français sont sous l'article 74. Ah ben oui, ça c'est évident. Alors, 2 petits mots quand même rapidement sur Béou, Bétram, etc. Chaque fois on pose la question, il va passer le carnaval. On laisse les réseaux sociaux en parler, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Ça fait combien de temps qu'il est là? Un mois? Non, depuis 3 semaines. Il y a une commission d'enquête. Il y a 3 semaines. Ah, c'est plus que ça. Plus que ça. Ah ben il sait bien. Il a eu 3 motions de censure, il est passé. Ah non, mais il est Premier ministre de Bon, mais est-ce que l'affaire au Bétram, là, ça va l'impacter sérieusement? Je ne sais pas s'il a donné l'autorisation qu'on tape ses enfants. Parce que ses enfants étaient dedans. Non, mais... en fait, je fais de la dérision parce que pour moi, c'est pas... Oui, bon, c'est quelque chose qui a été un peu... On a ressenti, mais qu'il a mal géré au départ. Ça, c'est clair au niveau de la communication. Il a très mal géré au départ. Maintenant, il s'enfonce.
Non, mais ce que je dis, c'est quelque chose qu'on a ressorti parce qu'il a été Premier ministre. S'il n'était pas Premier ministre, jusqu'à présent, personne n'en parle. C'est l'heure de la revue de presse, rapidement, parce que l'heure avance, il est déjà 26. Revue de presse, on commence par France Antilles. Ah ben oui, France Antilles. Voilà, à la une de France Antilles, le beau-père et la mère de Maléo présentés au parquet, parce que vous savez qu'on a retrouvé ce petit garçon de 6 ans à Port-Louis. L'autopsie est tombée. En tout cas, l'autopsie est tombée. On n'a pas encore tous les résultats. En tout cas, ils sont déférés, ils sont présentés au parquet aujourd'hui. Ce petit garçon de 6 ans retrouvé chez lui mort à Port-Louis. C'est la une du France Antilles. Vous avez aussi, écoutez, c'est le dernier coup de chauffe de carnaval avant les jours gras. Avec Bémao Mimas, il y a Capester, il y a Marie-Galante, il y a Les Saintes, il y a Bastère aussi. Donc de ce soir jusqu'à dimanche soir, vous avez un certain nombre de défilés, de déboulés, mais surtout, vous avez dans le France Antilles les déviations, les parkings, les navettes, en fait, tous les détails pour aller regarder le carnaval dans de bonnes conditions. Je pourrais envoyer la facture à France Antilles après? Pourquoi? On fête nos 60 ans et nous sommes là. Ben justement, c'est ça aussi. C'est ça aussi le fort de la presse écrite, c'est-à-dire que vous pouvez prendre ce détachable et arracher la page, la mettre dans le sac et savoir que voilà, vous n'allez pas être perdu parce que vous avez ça à la radio ou à la télé, vous n'allez pas retenir. Le progrès social maintenant. Il est là, le progrès social. Ah, il est là. Alors, la une à Ouyoka. Ah, double défilé pour double défilé pour Ouyoka, bien sûr. Oui, parce qu'ils ont fait l'exploit de défiler 2 fois dans la même journée, une fois aux Abîmes, une fois à Goubert. Oui. Mais je voulais quand même insister sur ce qui s'est passé concomitamment contre la vie chère. Parce qu'on a eu à la fois le COPIL qui a été lancé par Chalus sur la vie chère, en mettant en place des moyens pour l'Union des commerçants qui est chargée de contrôler, de surveiller l'évolution des prix des marges. Dans le même temps, on apprenait aussi que Victorin Lurel avait fait adopter en commission du Sénat un certain nombre de propositions qui pourront être extrêmement intéressantes dans la mesure où elles vont être beaucoup plus contraignantes pour les groupes, notamment les groupes de la distribution, sur les marges, sur le dépôt des comptes, et sur les fameux dépôts des comptes, sur les parts de marché. Oui. Et donc, ça aussi, ça va dans le bon sens. Et je concluais d'ailleurs mon édito en disant que finalement, ce combat contre la vie chère, il faut le prendre par tous les bouts. Oui. Effectivement. Juste un petit mot sur le parking Horizon. Finalement, Atala n'a pas gagné. Non, c'est pas qu'il n'a pas gagné. Il cherche toujours à le vendre. Oui, il cherche toujours à le vendre. Il n'a pas trouvé de client. Il n'a pas trouvé de client. Mais c'était chronique d'une... Le groupe GBH a peut-être... Mais non, le groupe GBH, moi, personnellement, j'ai jamais pensé qu'il aurait acquis... ce parking, parce que ça ne rentre pas tellement dans leur stratégie, c'est un peu petit. C'est trop petit. Et quand bien même il l'aurait acquis, je pense qu'il n'en aurait rien fait. Et ce n'est pas la première fois que le groupe GBH achète des terrains ou des structures pour ne rien en faire, juste pour empêcher que des concurrents viennent s'installer. Et donc, à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'autres candidats qu'eux-mêmes, ils n'ont pas présenté de dossier. Alors, GBH est à la une de Nouvelle Semaine. On revient sur Nouvelle Semaine rapidement. Oui, parce qu'il y a un très bon papier donc, de Georges Calixte sur le groupe GBH, mais qui est un papier d'explication un peu qui explique la genèse et puis le fonctionnement du groupe. Et est lié effectivement au problème de la vie chère et des marges. Moi, j'invite à le lire parce que ça permet d'avoir une vision globale sur le dossier fait par un juriste qui est rigoureux dans ses analyses. Et donc, c'est surtout un papier qui permet de faire le point sur la situation du groupe et la relation effectivement avec le marché en tant que groupe dominant. Voilà, c'est tout ça que nous l'avons. Oui. Pilule bleue ou nouvelle étincelle. Elle fait un peu Mamie Bettencourt. Alors, la Guadeloupe sur la route transformation. Là, c'est Matrix. Alors, la une nouvelle étincelle, c'est la Guadeloupe mise sur la route transformation par rapport à l'usine centrale. L'usine centrale, bon, on espère qu'on aura suffisamment de produits guadeloupéens
pouvoir Pour, alimenter cette usine centrale. Et je redis une fois de plus que l'Agroparc est en retard par rapport à ça. Bon. C'est pas ce qui se passe. Bon, on a vu que le directeur de cabinet de M. Jalton a été mis en garde à vue. Il a été inquiété. Bien, dernier titre, c'est le Justice, pouvoir martiniquais reconnu nécessaire du temps de la Convention depuis la Morne Convention Rouge. de Morne Rouge. Ah ouais, 71, c'est vieux ça, c'est plus vieux que 66. Ah oui. Oh, oui. Non, non, pas du tout. 71, c'est 65. Il faudra retrouver ça dans 66. Il faudra retrouver ça dans 66. Dans 66 Martinique, ils ont sorti leurs 60 ans. Oui, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Alors, deux petits mots sur l'affaire Blou. Hier, il a été présenté, reçu à la police avec pour la tête. Mais enfin, on ne comprend pas très bien ce qui se passe à ce niveau-là. Est-ce que c'est Macron qui a porté plainte? C'est l'Élysée officiellement. C'est l'Élysée officiellement. Oui, ils ont vu passer sur les réseaux sociaux. Même les policiers, les inspecteurs, 15 minutes. Voilà, ils ne savaient même pas quoi dire. Qu'on a reçu en audition les personnes concernées. Mais bon, 15 minutes, ça ne donne pas une audition complète. Allez au CACT, allez visiter les expositions. C'est fait pour ça, cette affaire. Bien. Ben, messieurs et dames, 60 ans, merci. Oui. Écoutez, c'est intéressant d'avoir une collaboratrice comme ça. Coopérative. Et puis, merci de m'avoir invité. Oui, tu m'as permis de présenter. Vous n'êtes plus invité. Vous faites partie des meubles. Oui, voilà. Merci Priscilla, merci Jean-Claude, qui sont ici ce matin, au moins. C'est ça. Merci Olivier. Il n'est pas sorti chez ça. Non. Merci à Olivier. Merci Jacques Dancal. C'est fini pour aujourd'hui, à la semaine prochaine. Et bon carnaval pour vous. C'est ça. Bastère sera en fait, c'est mardi, c'est ça? Lundi soir et mardi. Lundi et mardi, oui. Ça fera la une du Progrès social sans doute. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye. Moi, je reviens à l'actualité tout de suite après vous. Nous sommes de nouveau avec vous, il est 13h39. Dans un instant, nous allons recevoir notre chroniqueuse du vendredi. Bonjour. Bonjour, Danick. Tout va bien? Très bien, oui. Très bien. Le carnaval n'a pas tout bousculé, non? Non, ça va. Je ne me laisse pas porter par la liesse populaire. Bien. On revient vers toi dans un instant. On va faire un petit tour du côté de l'actu. Le plan d'action départemental de la sécurité. Le préfet en a parlé hier devant la caméra d'Olivier Félix. On regarde ce reportage. Un bilan qui montre qu'on est dans une situation de hausse de la délinquance et d'une délinquance qui est de plus en plus violente. On est le deuxième département en termes d'homicides. On a 2 fois plus de délinquance que dans certaines villes de France. Je pense par exemple à Marseille. Donc voilà, une situation qui est préoccupante. Et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a demandé à l'ensemble des préfets, évidemment au préfet de la Guadeloupe, un plan de restauration de la sécurité du quotidien. C'est un plan qui repose sur essentiellement 4 choses, 4 axes. Le premier, c'est la prévention. Avant de sanctionner, avant de réprimer, il faut qu'on travaille plus et mieux sur la prévention de la délinquance. Ça, c'est un premier axe important. Travailler aussi sur les établissements qui reçoivent du public. Parce que souvent, c'est des lieux où on a de la violence, où les règles effectivement d'ouverture, de fonctionnement de ces lieux n'est pas adaptée. Et donc, il faut réagir, il faut prendre des mesures. Deuxième aspect, c'est la sécurité de l'archipel. On est sur un archipel avec des accès par la mer, des accès par la voie aérienne, qu'il faut mieux contrôler. Parce qu'une partie de cette délinquance est une délinquance extérieure. On est dans une zone effectivement où se développe depuis longtemps et continue à se développer de façon extrêmement inquiétante le trafic de drogue, et donc il faut pouvoir se protéger. Ça suppose effectivement qu'on assure, dans notre jargon, la sécurité périmétrique, c'est-à-dire qu'on ait des moyens de contrôle des ports, des aéroports, des ports secondaires, des marinas, qu'on dispose de moyens nautiques. C'est par exemple pour ça qu'on va créer une brigade nautique de la gendarmerie départementale à Gourbert. C'est la 2e brigade nautique. On est en train de créer une brigade nautique de la police nationale sur Pointe-à-Pitre. Voilà, donc renforcer nos moyens de contrôle. Le 3e axe, c'est renforcer la visibilité et la présence de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Reprendre des opérations, vous savez, au premier semestre, on avait monté ce qu'on appelait les opérations Place Nette. Alors, peu importe le nom, l'idée c'est notamment avec le parquet, avec les procureurs de la République qui nous donnent des pouvoirs renforcés de contrôle, de mener des opérations de contrôle. Alors, ça peut être très vaste, avec beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers, toujours dans le cadre de contrôle, d'enquête judiciaire,
judiciaire, mais ça peut être aussi des opérations plus modestes, donc ce qu'on appelle le contrôle des flux, c'est-à-dire on se met sur un carrefour et puis on contrôle les gens qui passent, on leur demande d'ouvrir leur coffre, etc. On leur demande s'ils ont leur permis de conduire, qu'est-ce qu'ils font là, etc. Et le dernier volet, c'est le volet de la coopération. Voilà, on travaille beaucoup avec les États voisins, avec la Dominique, de façon formelle, mais aussi informelle, voilà, des échanges d'informations, du renseignement, de la coopération judiciaire. Ça va dans les deux sens, hein. C'est aussi, on va en Dominique aider à former les policiers dominiquais, parce que voilà, on n'est pas tout seul, on est dans un environnement qui est compliqué. Il faut travailler avec ses voisins, voilà, si on veut être totalement efficace. Nous travaillons activement sur cette coopération internationale. Je rappelle que 2 acteurs essentiels ont pris leurs fonctions il y a quelque temps auprès de l'ambassadeur de France à Sainte-Lucie, un fonctionnaire de police, un attaché de sécurité intérieure, et puis une magistrate de liaison, qui est une ancienne magistrate de la Cour d'appel de Basse-Terre, et qui vont nous permettre de tisser des liens opérationnels avec les policiers et les magistrats des îles-Sœurs. C'est à suivre tout ça. C'est vrai que la délinquance a augmenté, puisque la procureure qui est venue ici l'autre jour l'a dit. Visite de la Désirade avec la Carle avant d'aller à Marie-Galante. Solène fait sur place, on regarde. C'est la 4e visite que nous faisons depuis la présidence du président Tonton. L'objectif, c'est de présenter aux élus communautaires et communaux le travail de la Carle sur chaque commune, chaque territoire. Donc les projets réalisés, mais aussi les projets à venir qui seront lancés ou qui continuent d'être en étude pour les années à venir. C'est aussi de montrer que les projets se réalisent en équipe et que chacun, service support, service opérationnel, œuvre pour la réussite des projets. On a pu ce matin faire la visite des routes touristiques en comité d'ouvrage avec les collectivités communales, municipales. Et donc ça a été un plaisir de voir comment ça a été exécuté, comment aujourd'hui c'est beaucoup plus frais en tout cas pour la population, puisque c'était aussi le but souhaité de pouvoir rétablir de la sécurité. Nous avons également fait une visite au niveau des sites qui a été curé il y a 1 an et demi, 1 an quasiment. Et donc aujourd'hui il est tout simplement le temps de pouvoir entretenir ces ravines après le curage. Donc aujourd'hui le marché de la Carle qui est effective, qui nous permettra de pouvoir intervenir et évidemment entretenir nos ravines de manière à permettre à l'eau de couler naturellement sans obstruction ou sans causer de dégâts pour notre population. On a dépensé environ plus de 2 200 000, 2 400 000 euros sur le territoire, aussi bien sur les routes qui ont coûté assez cher, environ 2 millions d'euros. On a aussi la bagnole touristique qui représente 80 000 euros. Et nous avons aussi en cours l'acquisition d'une parcelle au bourg pour créer des espaces de coworking et générer notre attractivité. Donc l'estimation d'acquisition n'est pas encore stabilisée, mais voilà, c'est des investissements comme ceux-là que nous faisons. Il y a un projet qui me tient encore plus à cœur, même si tous les projets sont importants pour le président de la Carle que je suis, mais aussi important pour le maire également que je suis. L'école du Souffleur, qui est un espace qui est à l'abandon depuis plus de 20 ans. Et je pense qu'il est important, puisque c'est aussi une demande de la population du Souffleur, singulièrement de la population de Désirade, de faire de cet espace un espace économique, artisanal, mais également culturel. Et donc, évidemment, la commune de la Désirade, l'année dernière, a engagé quasiment 50 000 euros dans une étude de faisabilité, qui nous permet également d'avoir un chiffrage. Et aujourd'hui, la Carle prend les choses en main de manière à apporter ce projet et faire de ce projet une réalité pour notre population. Voilà, il est exactement 13h46, c'est l'heure de notre chronique audio. C'est parti, générique avec Manique. J'ai fermé les yeux et j'ai enfoui ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. Le courant frais venait rafraîchir mon corps de temps en temps, et dans mes pensées, je laissais des images défiler. J'imaginais qu'un vol de malfini rasait l'eau. Leur pêche semblait bonne, il était bientôt 17h30.
Voilà, super nouveau générique, merci de l'avoir fait. Oui. Et non, mais c'est vrai, ça prouve que je dis toujours que nous avons des experts au ZCL et c'est vrai. Alors aujourd'hui, balai des cœurs et des masques. Explication. Tout à fait, on poursuit, c'est la thématique, on est toujours en février, avec quand même une petite surprise qui nous est tombée dessus et la tentation d'oser, voilà, puisqu'en termes de marketing, effectivement, il y a des choses qui sont à mettre en place. Et le générique en fait partie. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est un générique... C'est un générique international, là. C'est un générique international, puisque Une voix, une histoire est internationale. Tout donc c'était important de... Je confirme. Exact, c'était important de montrer... J'ai eu l'occasion de le confirmer encore. Voilà. Au mois de mai. Au mois de mai. On n'en dit pas davantage. On n'en dit pas plus. Mais c'est vrai que... Et la volonté aussi d'utiliser... Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais ça s'utilise de plus en plus. C'est de l'intelligence artificielle. J'aime explorer les choses. J'aime que mon équipe puisse... véritablement se former. On a investi, parce que c'est de l'investissement, que de pouvoir avoir de l'animé en intelligence artificielle. Et, c'est du GPT ou bien du DeepSeek? Ah non, là on est sur du Picalab. Picalab, oui. Chat, on utilise toujours Chat. Chat fait partie de notre quotidien. Je crois qu'on ne va pas tarder à le baptiser. Mais pour de l'animé, les vidéos animées, on a plusieurs types d'intelligence artificielle. Il y a Runway, Picalab. Nous, on a investi sur Picalab pour le moment. Et ce qui est intéressant, c'est... Il est bon en vidéo surtout. Très, très bon en vidéo. Ça nous demande... Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'IA, c'est bita feignant, mais ça nous demande une telle créativité pour que l'image puisse correspondre effectivement à ce qu'on veut. Donc, on est toujours obligé de revenir sur ce qu'on a écrit, être très précis. Et être très précis en anglais. Parce que même si c'est une application qui utilise le français, on sait pertinemment les traductions, ce qu'elles vont voilà, faire exactement. Et qu'il vaut mieux proposer quelque chose en anglais. Et c'est vrai que voilà, quand on parle d'une voix, une histoire, des images, ça fait un petit moment qu'on travaille dessus en silence, mais on avait vraiment la volonté de se dire qu'en termes d'image, on va proposer quelque chose de nouveau pour le ZCL. Et c'est fait. C'est fait, c'est très bien fait. Non, j'apprécie et je dis welcome, c'est bien, vraiment bien fait. Et je propose que tu continues à utiliser ça parce que et d'autres personnes, de toute manière, nous-mêmes, on va s'y mettre, même pour le générique du ZCL bientôt, qu'on aura le temps de le revoir. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, un petit clin d'œil à l'actualité. Il faut savoir qu'en Chine, un zoo a peint un âne en zèbre. Ah bon? Oui, mais c'est un coup de marketing assumé. C'est-à-dire que voilà, ils ont dit qu'effectivement, c'était pour attirer de nouveaux visiteurs. Sauf que dans notre catalogue, nous avons un conte qui nous vient du Kenya et qui s'appelle Les Rayures du Zèbre, où effectivement... C'est un vrai zèbre, là. Un vrai zèbre, oui. On ne sait pas. On ne sait pas. Qui, à force de voir la charge de travail qu'ils ont, veulent se transformer en zèbre. Et ça nous a fait sourire parce qu'on s'est dit qu'effectivement, en stratégie marketing, il fallait qu'on rebondisse sur cette actualité qui a fait sourire beaucoup des personnes qui nous suivent sur les réseaux. Parce que voilà, souvent il y a des buzz et ce buzz-là, il était à faire. Donc ce qui s'est passé en Chine faisait écho à notre audiobook qu'on va écouter. Les rayures du zèbre. Les rayures du zèbre. Les rayures du zèbre. Il y a très longtemps, les ânes étaient libres. Ils vivaient avec tous les animaux dans la savane et ne connaissaient pas les hommes. Un jour, un homme alla à la chasse. Après avoir capturé sa proie, il se rendit compte qu'elle était lourde et difficile à porter. L'homme décida alors de se rendre au village pour y chercher de l'aide. Sur son chemin, il rencontra un âne qui se promenait. « Tiens, je pourrais mettre ma proie sur le dos de cet âne, » se dit l'homme. « Cela me faciliterait la tâche. » L'homme se rapprocha de l'âne. Deuxième partie et un deuxième extrait.
Il y a un deuxième extrait d'une autre histoire, mais là aussi, pareil, hein, on a pu remarquer que là aussi, les images sont générées par l'intelligence artificielle. Bon, il y a... ce clip-là fera l'objet d'un jeu puisqu'il y a une image en trop et il faudra découvrir laquelle. Donc tous ceux qui sont sur les réseaux actuellement par rapport à l'histoire peuvent déjà sur Facebook nous dire quelle est l'image qu'il y a en trop dans ce clip. Parce qu'il y en a une qui n'a rien à faire là. On va regarder ça avec attention. C'est parti. Deuxième extrait. Un pied flamboyant qu'a poussé un quai. C'était un petit musique zouk qui était carouclé aux oreilles. En belleté à parole créole posée si cadence, vin chaloupé nous. Ça commençait tout petit. Zi à moi tombé si zi à haut. Un pâté save, ce qui divine plus belle coup de zi en avion. Des petites paroles voyées au pillage fait l'écho à santé qu'à bon moins envie. Un pâté save, c'est plus belle parole à la vie en moi. Des petits moussages voyés, des petits réponses s'ouvraient. Un pâté save, c'est plus belle bécontage. En tes cafés. C'est comme ça, un petit grain flamboyant prend racine en cœur moi. Ou t'es belle quand t'y rose porcelaine. Et puis des petits gouttes la rosée qu'a dit yo bonjour. Ou t'es qu'à clairer en moins quand soleil carême qu'a décollé pointe des châteaux pour dire Guadeloupe, océan paradis. Ton bonjour. Je ne vais rien dire. Le dernier extrait est un conte pour enfants. C'est ça, un conte pour enfants, et pour petits et grands. Hein, c'est l'histoire d'un crapaud qui veut jouer dans la cour des grands. D'accord. La fille du roi était en âge de se marier, et son père était en quête d'un mari pour elle. Celui-ci prendrait sa succession à sa mort. Mais le roi souhaitait un beau-fils qui répondît à ses exigences. Il n'était pas nécessaire qu'il fût riche. La fortune n'était pas un critère important du fait qu'il serait son héritier. Le roi souhaitait qu'il fût un bel homme, courageux, agréable, avec une bonne éducation. Il le remplacerait lors des grandes réunions dans les pays étrangers. Crapaud était le voisin du roi. Il était célibataire. La fille du roi était aussi à son goût. Il demanda au roi la main de sa fille. Ce jour-là. Et voilà, on revient sur le concours de lecture. Comment ça se passe? Alors ça se passe bien, hein, 57 inscrits. On reçoit d'ailleurs les premières vidéos puisque nous arrivons sur la première phase de sélection. Donc encore une fois, un concours à l'aveugle. Et donc 2 phases qui amèneront le finaliste à nous rejoindre en Côte d'Ivoire, à être là et à participer. En tout cas, il faut savoir qu'au-delà de ce voyage, le finaliste aura pour mission de faire la dictée du Rotary en Côte d'Ivoire. Ah. Oui, puisque chaque année, c'est moi qui l'a fait. Donc cette année, je me dis, bon, tant qu'à faire. Ouais. Ça sera effectivement là, parce que généralement, il y a 3 lecteurs, oui. Et je suis toujours sur scène, donc je me suis dit que là, voilà, laisser la place aux gagnants. Et le départ pour Abidjan, ça se prépare déjà? C'est dans les tuyaux? C'est dans les tuyaux, c'est-à-dire que là, donc, tout un chacun a reçu les courriers. Aujourd'hui, donc, c'est 7 auteurs qui ont la possibilité de... Tu peux dire lesquels? Pas encore. Pas encore, bon. Je ne peux pas encore dire. Les journalistes sont toujours compris. La liste sera... C'est-à-dire qu'avant de la donner là, il faut d'abord que je la donne en Côte d'Ivoire, cette liste définitive, pour finaliser. Avec, comme je l'avais dit, des petites surprises, parce qu'il y aura une manifestation le 10 mai, organisée par l'Association des Antillais-Guyanais de Côte d'Ivoire. Oui. Certainement, Christiane Taubira sera avec nous, exact. Oh là là, c'est du high level. C'est du haut niveau, exactement. Donc, pour une conférence, puisque c'est le 10 mai, la loi de crime contre l'humanité. Donc, elle sera sur place et c'est vrai que c'est la volonté, en tout cas, d'avoir une belle manifestation autour de notre présence. Il y a même des éditions françaises de France hexagonale qui m'ont appelé pour me demander sur leur auteur. Neg Marron. Incontournable. Logiquement, c'est un partenaire. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit... Enfin,
qu'un de ses auteurs, en tout cas. Je ne dis pas que le responsable sera là, mais les éditions Negmaron seront là. Oui, ils ont toujours été partenaires du 6 au 10 mai, avec un départ programmé le 3 mai. Pour pouvoir tout installer sur place. Alors j'ai appris incidemment que de Fort-de-France, on peut aller directement... pas encore. Au Bénin. Oui. Au Bénin, ça y est? Oui. D'accord, très bien. Il y a 2 vols par semaine, je ne savais pas. Il y a une association béninoise. Je découvre. Oui. Plutôt que de passer par Paris, on va directement et le prix n'est pas tellement différent. Oui, je veux bien croire. Alors le Bénin, il faut redescendre après pour aller c'est ça, pour redescendre en Côte d'Ivoire, c'est ça. Mais bon, c'est pas... je pense pas que ce soit le parcours le plus long. Puisque moi, moins loin que de faire Pointe-à-Pitre Paris. Quand je fais Pointe-à-Pitre Paris-Abidjan, je suis quand même à 14 heures de vol. Et là, ça te fait 6 heures pour aller au Bénin. la traversée. Et après, tu prends un avion, tu descends. Tu n'es même pas obligé de prendre l'avion. Oui, mais je vais fortement me renseigner là-dessus. Voilà, et pour finir... Pour finir, j'invite tout un chacun, toujours le livre, qu'il soit papier, qu'il soit en audio, etc. Mais surtout, alors, j'ai vu le petit reportage sur la Désirade et j'ai reconnu les quelques jeunes de 60 ans et plus que j'accompagne. Je leur fais un gros coucou parce qu'effectivement, en début de semaine, j'étais encore avec eux et avec elles. Bien accueillis, j'ai même pu passer la nuit sur place. Je remercie tout le monde, Madame Pioche, Madame Dulor, Madame Saint-Aurette et tous ces adhérents aux associations que je prends plaisir à rencontrer tous les lundis. Et je suis contente de voir que des choses se mettent en place, même si sur le point médical, il y aurait encore beaucoup à faire. Marie-Galante, c'est au mois de mars. Au mois de mars. Et les Saintes Les Saintes, alors les Saintes j'y vais, mais c'est beaucoup plus privé. Je préserve. J'ai rien dit. Je préserve les Saintes. D'accord. Ok. Bon, écoute, on te remercie. Merci à toi. Si vous avez raté le début, vous avez la possibilité de trouver ça sur zcl.tv ou sur Canal 10. Alors, dernier sujet, on a le temps quand même, il est 57, on envoie un petit coucou à Marilène, elle est malade en ce moment. Tout à fait, bon rétablissement, la grippe là. Bon rétablissement, il a retrouvé dans sa chronique JCL très prochainement, pour le malade commencer quelque chose sur le carnaval, mais. Bon, alors le marché nocturne de CBE, reportage Olivier Félix, c'est parti. Le marché pour cette période nocturne du Sud-Bastère, le but est de vraiment pouvoir offrir une nouvelle offre de services aux commerçants, aux exposants, aux agriculteurs, aux agrotransformateurs et de faire cette jonction entre la population et cette nouvelle offre de services. C'est l'opportunité qui leur est donnée pour présenter leurs produits à la clientèle ou à la population en fait, qu'elle soit de Capesterre ou des communes environnantes, et puis mettre en avant leur savoir-faire. La participation, il y en a une, elle est minime de 5 ou de 15 euros en fonction de ce qu'ils proposent comme produit. Cette démarche est quand même très bien accueillie puisqu'on offre cette possibilité aux acteurs économiques, d'une part, de pouvoir écouler leurs marchandises, de pouvoir faire découvrir aussi à la population ce qu'ils font en ce qui concerne les artisans. Et la population, nous sommes en période touristique aussi, ne l'oublions pas. Donc c'est vraiment la jonction des deux. Et ma foi, c'est plutôt bien accueilli ce soir. Satisfait puisque les exposants aiment venir à Capesterre. Ils sont demandeurs justement et quand ils ont l'occasion, ils ne la ratent pas. Donc ils y étaient, enfin pour beaucoup, ils y étaient en décembre. On a beaucoup de nouveaux et on espère que l'effectif grossira au fur et à mesure des éditions, en fait, des rendez-vous. Notre commune nous permet de mettre en avant notre activité et surtout ce qu'on fait qui vient d'ici, de la Guadeloupe même. Donc du coup, ça nous fait très plaisir d'être présents ce soir et on y tenait. On fait des sirops à base de plantes médicinales et plantes locales du territoire. Donc on fait un peu de tout. Ce soir, on a du sirop d'ortie, atumo, on a du sirop de pois 4 côtés. On a également du sirop de mal nommé, gros thym et graines d'ambafeuille. On a quand même reçu beaucoup de monde. Honnêtement, des fois on a du mal à se dire que oui, peut-être que les gens ils vont dire c'est trop cher pour quelque chose de local ou autre. Mais en fait, ils sont très encouragés. Au contraire, ils valorisent beaucoup ce qu'on fait. Les capestériens sont des gens très locaux et ils ont l'esprit ouvert. Vraiment, rien à dire. Voilà, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui pour le ZCL News. Avec tout ce qu'on a eu, on a reçu, je le rappelle, nos confrères de Nouvelle Semaine, Jacques Dancal avec son journal Les Nouvelles Semaines, Olivier, l'ancien journaliste à Guadeloupe Première, aussi Jean-Claude Rode pour le Progrès Social et Priscilla Roumain, qu'on ne verra pas ce jour-ci
parce qu'elle va changer de média, mais enfin, il y a ouvert, pas ni pour problème. Et puis, on avait avec nous, bien sûr, Nathalie Dinan qui souhaitait les 60 ans, 60e du journal du quotidien France Antilles, qui a changé un petit peu sa ligne rédactionnelle. Et puis, on a terminé, bien évidemment, comme le vendredi, avec Manik Siao et son nouveau générique. Je ne sais pas si on peut le revoir, le générique. Oui, on peut le revoir, on se fait un petit cadeau. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Voilà. J'ai fermé les yeux et j'enfouis ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. Le courant frais venait rafraîchir mon corps de temps en temps, et dans mes pensées, je laissais des images défiler. J'imaginais qu'un vol de malfini rasait l'eau. Leur pêche semblait bonne, il était bientôt 17h30. Voilà, bien, c'est fini. Bon week-end à tous. Bon carnaval. Je vous le dis, sur les routes, en chacun des autres ça, si je prends la route, pas de la route. J'ai trop de monde qui est mort. Et puis, merci à la réalisation. C'est Yann aujourd'hui avec son soutien de Evans. Et on essaie de continuer dans la voie. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. À la guerre.